Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Je pense qu'en 2024, on peut pas faire un podcast où on s'intéresse à la créativité sans parler d'intelligence artificielle. Et c'était super important pour moi de l'aborder dans cette saison-ci, évidemment, vu qu'on parle de créativité, mais aussi parce que c'est un outil que j'explore de plus en plus. Puis là, je dis un outil, mais j'utilise différents outils d'intelligence artificielle dans différentes sphères de ma vie pour répondre à différents besoins. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai envie de jaser avec quelqu'un qui s'y connaît, qui offre même des formations en lien avec ça, qui a développé des projets de grande envergure avec l'intelligence artificielle. Donc, je vous partage aujourd'hui ma discussion avec Audric Gagnon. Audric, bienvenue sur Une fille en business. Comment ça va? Ça va super bien, merci de l'accueil. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Comme je te disais avant qu'on commence l'enregistrement, je me voyais pas parler de créativité sans parler d'intelligence artificielle parce que en 2024, de se fermer les yeux là-dessus, je pense que c'est un peu de vivre sous une roche. Mais avant qu'on entre justement dans ce sujet-là, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, ben moi, en fait, je suis quelqu'un qui allait initialement étudier en génie à la base au cégep. Ma trajectoire était tracée. Puis j'avais découvert la photographie par plaisir. Là, c'est vraiment l'été, je m'amusais avec ça. Puis j'ai eu ma première caméra juste avant le cégep aussi. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, moi, je veux pas aller en génie. Je vais aller découvrir la photographie. Fait que j'ai magasiné les programmes de photographie. En fait, j'ai fini en photographie commerciale. Puis je pensais que je me lançais vraiment comme les deux pieds dans le vide, mais finalement, je me suis retrouvé avec l'entrepreneuriat. Fait que j'ai comme la moitié de mon cerveau qui est cartésien, puis l'autre moitié créatif. Puis je me suis vraiment retrouvé là-dedans en entrepreneuriat, à monter des projets, à gérer des équipes, des choses comme ça. Fait que, en fait, j'ai vraiment trouvé mon compte à 100% presque. J'ai fait ça pendant, en fait, ça fait 13 ans, 13-14 ans aujourd'hui là, que je suis dans le domaine de la production visuelle. Donc, je suis passé par photographe commercial, que je suis resté en fait longtemps comme ça. Après ça, j'ai évolué avec la vidéo aussi, direction photo, montage pour apprendre ultimement la réalisation. Puis maintenant, ben, je prends la position plus de producteur au sein de mon agence en fait que j'ai fondée là, il y a 10 ans, qui s'appelle Pingouin. Puis avec ça, ben, ça m'amène de l'expertise puis de l'expérience en entrepreneuriat aussi, parce que j'ai créé aussi mes vlogs pour m'apprendre en fait sur l'entrepreneuriat, là, planification stratégique, vente, marketing, tout ça. Fait que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, développement d'affaires, chambre de commerce, tout ça. Fait que vraiment, comme l'entrepreneuriat, c'était une autre partie. Jusqu'à temps que je tombe sur l'intelligence artificielle il y a presque 2 ans, ça va faire 2 ans là, à la fin de l'année. Ça a tellement piqué ma curiosité que j'en faisais comme tout le temps. Je jouais particulièrement avec Midjourney, puis après ça, ChatGPT. Puis à un moment donné, ben en fait, après avoir eu peur de dire, Ouais. OK, ça va... Mais tu sais, je suis entrepreneur, j'ai ça dans l'âme, je pense, puis ça a pris comme 3 jours, j'ai fait, oh my god, OK, c'est sûr que ça va comme tout changer mon quotidien, ça va tout changer nos façons de travailler, ça va tout changer au niveau où moi je devrais corporatif, commercial surtout, là, fait qu'avec les entreprises, fait que au niveau du marketing, la publicité, tout ça, on peut pas vraiment se le cacher, là, c'est sûr que ça va changer énormément de choses. Fait que j'ai décidé de poster tout bonnement des images sur Instagram. C'est vraiment juste des tests, des choses comme ça. Puis ça évoluait tellement vite. De fil en aiguille, les gens autour me demandaient des trucs, me demandaient comment tu utilises ChatGPT et tout ça. Puis là, ben, je voyais que j'étais abonné à des choses, des pages, des
des leaders innovation, des choses comme ça sur LinkedIn, sur Discord. Tu te retrouves dans des chambres où il y a 1500 créatifs au monde qui partagent cette espèce de nouvelle étincelle-là, puis qu'on le voit différemment de ceux qui ont peur, puis tout ça. C'était comme un peu spécial. Puis à un moment donné, j'ai décidé de dire, OK, je fais une espèce d'étude de cas vivante. J'utilise toute mon expérience, toute mon expertise, puis j'en mets partout de l'intelligence artificielle, puis jusqu'où ça peut nous mener. Fait que jusqu'où on peut arriver comme créatif et entrepreneur. Puis c'est bien de dire aussi qu'en fait, l'IA, ça prend un peu de cartésien et un peu de créativité, en fait, pour arriver à décupler nos forces avec ça. Fait que j'ai décidé de faire le travail de branding, vraiment faire une analyse de qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire pour développer une offre de consultation, en fait, puis aider les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle dans leur force de travail, vraiment au niveau humain. Fait que, tu sais, j'ai vraiment fait qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me manquait avec mon agence de production, c'était plutôt le côté, en fait, apprentissage, là. J'aime beaucoup enseigner, j'ai toujours été assistant professeur, j'ai toujours aidé les autres. Fait que ça me manquait dans ma première entreprise. Fait que dans l'offre de consultation, c'est quelque chose qui est arrivé aussi, là, de créer de la formation puis aider les gens, là. Fait que je me suis donné comme 2 missions. La première, c'est aider le plus de professionnels possible à adopter l'intelligence artificielle, que ce soit en créativité, qu'en entreprise ou qu'en tous les entrepreneurs, les professionnels. Puis l'autre mission, c'est d'en faire moi-même le test. Est-ce que si j'en mets vraiment partout, qu'est-ce qui m'arrive? C'est un peu ça que je suis en train de vivre. Puis ça m'a amené à comme plein de choses, là, plein de conférences, plein d'entrevues, radio, télé. J'ai 3 formations actuellement qui roulent sur l'intelligence artificielle avec InfoPresse, l'École des entrepreneurs du Québec. Fait que plein de choses, d'opportunités qui arrivent. Puis en parallèle, j'ai toujours mon agence de production que je pilote aussi, plus en accompagnement avec mes clients. J'utilise mon expérience pour vraiment bien les guider. Puis on monte des petites équipes selon les projets là, pour arriver vraiment au meilleur. Là. Fait que voilà, ça fait un peu mon historique de comment je suis arrivé sur l'intelligence artificielle et comment je l'ai intégré rapidement. Ouais. Puis est-ce que tu te souviens, parce que tu sais, c'est tellement récent que on dirait qu'on se souvient peut-être un peu tous du moment, notre premier contact avec l'intelligence artificielle. Comment c'est arrivé dans ta vie, toi? Moi, c'est en fait une collaboratrice qui s'appelle Marika d'Auteuil, qui est une maquilleuse avec qui j'ai travaillé au début de ma carrière. Elle était au début de sa carrière aussi. Là. Elle a eu comme une montée fulgurante comme maquilleuse aussi dans les dernières années. Elle va donner des workshops à travers le monde, tout ça. Puis je voyais qu'elle utilisait beaucoup Midjourney particulièrement pour créer des images AI, mais en même temps, je me disais, c'est une maquilleuse, ça devrait être une des premières à avoir peur de ça. Puis elle en a fait vraiment comme un levier pour montrer, en fait, pour décupler sa créativité, puis d'aller chercher l'inspiration, des choses comme ça, des choses qui étaient moins vues ou pas vues encore. C'est vraiment ça aussi un des cool factors de l'IA, que moi, en fait, chaque fois que je crée des images, je me disais, OK, est-ce que on aurait pu recréer cette image-là dans le réel? C'est sûr qu'avec des millions de dollars puis des heures, des centaines d'heures de travail, peut-être qu'on peut faire n'importe quoi, mais de façon à ce qu'on peut créer des choses qui sont pas nécessairement faciles à créer en vrai, là, c'était un peu comme mes premiers tests, mais c'est ça, Marika s'est lancé une page Instagram aussi pour documenter un peu tout ce qu'elle faisait, puis je pense que vraiment tout ce qu'elle arrivait à faire, ça m'a fait comme, OK, ouais, si une des maquilleuses avec qui j'ai déjà collaboré est tombé là-dessus puis a commencé à l'utiliser vraiment fortement, c'est sûr que là, je me suis intéressé à ça. Puis en découvrant ça, je me suis rendu compte que en étant photographe puis directeur photo, réalisateur, t'aimes la création, l'image, raconter des histoires, tout ça. Mais en même temps, je me suis rendu compte que peut-être que mon médium, c'était plus nécessairement la photographie pour m'exprimer. Quand j'étais jeune, j'avais essayé, comme le dessin, plein de formes d'art, la musique, tout ça. Puis la photographie a été celui qui m'a permis de m'exprimer le mieux possible au niveau créatif, de traduire vraiment ce que j'avais en tête, avec la retouche, tout ça, d'avoir le contrôle sur ma vision créative. Puis on dirait qu'avec l'IA, c'est juste de dire, finalement, j'adore créer des images, mais peu importe la façon de le faire, maintenant, je le fais différemment. Fait que c'est plus une nouvelle perspective sur cette façon de créer. Là. C'est pas tant la photographie qui m'intéresse autant aujourd'hui, plus que la création d'images.
Ouais. Puis je trouve ça intéressant parce que tu sembles avoir un regard très positif justement sur ce que ça peut amener. Puis là, je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y a probablement deux clans. Il y a ceux qui sont soit à fond, ou en tout cas qui veulent sauter dans le bateau, qui voient le potentiel. Puis évidemment, tu en as parlé, il y a ceux qui ont un peu peur, qui voient ça comme le démon. Puis j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là pour qui, justement, l'IA fait vraiment peur, puis que malgré le fait qu'ils voient ce qui peut être fait, ils n'ont pas envie de plonger là-dedans. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on peut. Il faut pas mettre de l'IA juste pour mettre de l'IA. Tu sais, c'est pas. Non. Ça veut pas dire qu'il faut s'y intéresser dans notre créativité ou dans notre création. La seule chose, c'est que si on a un métier créatif ou on travaille dans une boîte créative, ben, elle va en intégrer rapidement. Fait que c'est sûr qu'il y aura comme un passage semi-obligé, si on veut, là, dans le sens où il va falloir l'aborder. Ça va être assez inévitable. Mais après ça, dans ton art, ben, ou dans ta façon de t'exprimer, t'es pas obligé. Là, c'est pas... Mais c'est que ça peut vraiment. Il faut juste, en fait, le comprendre, s'éduquer là-dessus, puis savoir à quoi ça sert. Parce que, tu sais, je te donne deux exemples. Tu sais, mettons, on parle beaucoup d'IA qui vont créer des tuteurs pour les élèves. Ça va être, tu vas échanger avec l'IA pour apprendre des choses, versus, ben, si tu as l'IA qui est là pour supporter le professeur débordé, puis l'aider à mieux faire son travail, ben, tu gardes l'élément humain là-dedans. Fait que c'est deux façons de voir. C'est soit qu'on remplace l'humain ou on l'aide. Mais c'est sûr que si on n'arrête pas d'afficher qu'on veut remplacer l'humain partout, ben, les gens vont avoir plus peur, vont pas être enclins à l'utiliser. Mais je pense que c'est tellement nouveau, puis c'est tellement gros que c'est à nous de prendre la décision de dire comment on va s'en servir, puis comment dans le marché ou dans la société, on devrait s'en servir. T'sais. Beaucoup de chercheurs ont cette espèce de consortium-là d'idée de dire ben il faut vraiment que ça soit là pour aider la société. Puis les grosses compagnies n'ont pas nécessairement le choix d'emboîter le pas. Même les employeurs n'ont pas le choix d'emboîter le pas sur l'aspect humain parce que tu peux pas cacher l'intégration de l'IA à tes employés, puis à un moment donné, commencer à enlever du monde de l'entreprise. Il va falloir que ça se fasse un peu égal à égal. Là, 50% de l'adoption de l'IA en société ben, va passer par l'être humain. Il faut l'éduquer, il faut qu'il se forme, il faut qu'il comprenne qu'est-ce que ça peut faire pour lui. Puis ça, ben, c'est en l'expérimentant soi-même qu'on peut arriver à comprendre ça. Il n'y a pas des façons... Il n'y a pas de guide d'instruction, en fait. Là. Fait que c'est vraiment de savoir comment toi, tu veux t'en servir. Fait que c'est vraiment là où il faut s'assurer qu'on l'explore, qu'on joue avec, qu'on l'essaie une fois par semaine, 2 fois par semaine, puis vraiment qu'on fasse juste crever l'abcès ou juste initier le message, les premiers messages, puis voir comment ça réagit. Puis c'est tranquillement, ben, on s'en vient à réfléchir de nouvelles façons aussi. C'est pas la même chose. C'est le meilleur du cerveau humain avec le meilleur de l'intelligence artificielle va faire un nouveau type de cerveau, si on veut. Là. Puis ça, il faut apprendre ça tranquillement. Là. Oui, parce que dans le fond, finalement, je pense qu'il faut le voir un peu comme une espèce de travail d'équipe. Tu sais, ça prend un humain pour diriger finalement cette intelligence artificielle-là, même dans ce qui est créatif. Oui, parce que l'IA est capable de faire beaucoup de grandes choses, mais pas toute seule encore. Là, fait que ça, c'est sûr que puis, il y a des expérimentations là, ou des expériences qui se font sur Twitter, des choses comme ça. On lit des trucs là, au niveau de la bourse, des choses comme ça. L'IA, elle a pris des décisions toute seule, puis elle a tourné, mettons, 50 000 en 1,5 million. Oui, mais après ça, c'est sûr qu'il faut que ça soit piloté par l'humain, parce que dans le fond, les gros travaux de l'IA aujourd'hui, ben, c'est un enchaînement de plein de petits travaux. Parce que ça ne peut pas faire de A à Z automatiquement tout seul. Mais ça va faire de A à B plus rapidement, B à C plus rapidement pour toi. Fait qu'à un moment donné, ben, quand tu enchaînes toutes ces étapes-là, ben, c'est là où tu vas avoir un très grand gain. Mais entre chaque étape, l'humain a son mot à dire. L'humain doit avoir son mot à dire, doit avoir son esprit critique qui est là aussi pour juger du résultat, s'assurer que c'est correct, que c'est aligné avec nos valeurs, avec notre vision, avec, tu sais, c'est vraiment une question de s'assurer que ça revient toujours à l'humain. Ouais.
Ben, ça fait beaucoup de sens pour moi. Puis j'ai envie de savoir, parce que là, on parle de l'IA, c'est très général, mais toi, c'est quoi les outils d'intelligence artificielle que tu utilises? Puis peut-être nous parler un peu de comment tu les utilises, ces outils-là. Ouais. Ben, en fait, l'IA, moi, ce que j'aime pas, par exemple, dire, c'est justement que c'est un outil, mais c'est plus une nouvelle mentalité. Fait que, tu sais, oui, les outils sont importants, mais ils sont pas si importants. Parce que c'est plus le changement de ta façon de travailler. Fait que de dire que, au lieu de faire des choses, tu sais, des petits détails, des petites tâches, d'écrire dans ton calendrier, de prendre en note des choses dans un courriel, d'envoyer un courriel de Mhm. réservation, des choses comme ça, ben, c'est plus que là, tu dois prendre une vue de recul et gérer des données. Puis le mot données est un peu bafouillé ces temps-ci parce qu'il inclut tellement de choses, puis les gens, ils viennent d'un historique que les données, ben, c'est des fichiers Excel, puis c'est storé dans des ordinateurs, puis c'est des 0, des 1, puis c'est Ouais. un peu là, comme le mot abstrait, mais tu sais, si on concrétise ça avec l'IA aujourd'hui, la donnée, c'est quoi? Ben, c'est un meeting, c'est la transcription d'un meeting. Ben, ça fait que notre meeting, c'est une donnée. Maintenant, c'est ça qui est rendu. Le mot donnée inclut beaucoup de choses. Tu crées une image ou tu fais une photo. Ben, cette photo-là, c'est une donnée. Elle contient d'autres données qui peuvent être analysées puis extrapolées après ça. Fait que c'est plus une question de dire, ben, une fois que j'ai fait le changement mental, que j'utilise ChatGPT, Claude, euh, Gemini, Copilot, peu importe, si tu as compris comment gérer ton travail demain, l'outil n'est pas plus important que ça. Là. Fait que c'est vraiment une question de changer ses façons de faire. Mais sinon, moi, j'ai un petit penchant pour ChatGPT parce qu'il demande beaucoup, beaucoup de rigueur. Il est moins. Il est moins flexible ou il est moins compréhensif sur des choses qu'il faut que donc il faut que tu sois beaucoup plus clair, beaucoup plus concis. Donc, les instructions sont beaucoup plus dirigées par l'humain. Mais tu sais, Claude, sinon, est très bon en rédaction, des choses comme ça. Après ça, au niveau des images, ben, il y a plein d'options, mais moi, je suis plus au niveau de Midjourney, qui est, selon moi, en fait, qui offre des paramètres qui nous permettent d'exploser un petit peu la créativité que les autres ne sont pas nécessairement en mesure de faire. Fait c'est mes deux outils là, vraiment de prédilection, le ChatGPT puis Midjourney. Mais après ça, ça reste vraiment selon les préférences, selon les capacités aussi à pouvoir intégrer ça dans notre travail, peu importe. Là, fait que... Ouais. Puis, tu sais, je te pose la question parce que je sais qu'il y a des gens, tu sais, dans la team de ceux qui sont comme, ah, je veux pas toucher à ça, puis ça me fait peur. Il y a des gens, moi, en tout cas, un discours que j'entends souvent, c'est, OK, mais tu sais, je sais même pas par où commencer, je sais même pas Ouais. qu'est-ce que je pourrais demander à ChatGPT, je sais même pas, tu sais, ça prend quand même un point de départ au final. Faut commencer par lui faire écrire peut-être pas nos courriels au complet ou au sens large, mais tu sais, le courriel que ça te prend, mettons, 15 minutes à réfléchir. Là, tu te dis, ah, Ouais. s'il y a comme un petit enjeu avec un client qui ne veut pas me payer ou il y a une situation malaisante avec des fournisseurs, des choses comme ça. Ce petit courriel-là qui te gosse, entre guillemets, d'écrire ou qui tire du jus, là, vraiment, ben, fais juste lui expliquer la situation en ChatGPT. Puis tu vas voir que ce qu'il va te donner, c'est pas nécessairement de copier-coller le courriel tel quel, mais c'est juste les paragraphes qu'il va écrire, la compréhension de la situation qu'il va avoir, puis la façon qu'il va le décrire. Ben, il y a des bonnes chances que le 30-45 minutes que ça t'aurait pris à réfléchir au courriel, le composer, arranger tes phrases, le relire, ben, c'est rendu 10-15 minutes. Fait que tu viens de sauver 30 minutes. Fait que c'est vraiment une question de juste l'essayer, écrire, je ne sais pas si vous présentez un projet, ben, votre biographie, c'est tout le temps écrire sur soi-même, c'est tout le temps difficile. Ben, allez chercher votre profil LinkedIn, vos expériences passées, tout ce qui parle de vous à droite puis à gauche. Puis donnez-lui ça, puis dites-lui, écris-moi une biographie. Après ça, c'est sûr qu'il faut ajuster. Puis aussi, on peut maintenant dire ben, pour quelle clientèle je veux ça. Si c'est pour une clientèle créative, une clientèle d'entreprise, des dirigeants d'entreprise ou des enfants, ben, on peut aussi dire ça s'en va, c'est destiné ce message-là à telle personne. Donc, la tonalité va être adaptée en conséquence. Là. Fait que c'est juste
de commencer par des petites choses, vraiment. Puis à un moment donné, ben, on comprend un peu plus la technologie, puis c'est niaiseux, mais juste de dire que, je sais pas, quelqu'un t'envoie un courriel avec 4-5 dates dedans qu'il faut que tu prennes en note dans ton calendrier. Tu balances ça à ChatGPT, tu lui demandes de te sortir un fichier ICS, qui est un fichier de réservation de calendrier. Il t'en fait un, tu double-cliques dessus, si toutes les dates rentrent dans le calendrier, ben, t'as comme pas passé 15 minutes à mettre des dates dans ton calendrier. Puis, fait que tu sais, c'est des petites utilisations comme ça qui font qu'au bout de la semaine, ben, t'as sauvé 2, 3, 4, 5 heures, tu sais. Mais c'est vraiment des petits 5, 10, 15 minutes à la fois comme ça qu'il faut commencer. Là. Fait que, tu sais, puis même encore mieux, c'est comment je peux régler comme 3, 4, 5 minutes à la fois. Là. Et puis au-delà du temps sauvé, c'est qu'après, ça nous familiarise avec l'outil. Puis là, on comprend que quand on lui demande de telle façon, ben le résultat ne nous convient pas. Mais quand on lui demande d'une autre façon, ben là, le résultat est plus intéressant. Fait que tu sais, on finit par se bâtir notre petite banque propre à nous de commandes qu'on va lui demander. Oui, puis tu sais, au niveau créativité, c'est sûr qu'il faut s'ouvrir les œillères. En fait, il faut se dire que tout est possible pour le tester, en fait. Puis il ne faut pas nécessairement prendre le résultat comme étant la finalité. Mais si on se dit que tout est possible, ben c'est comme avoir la connaissance mondiale au bout de tes doigts, puis de tout essayer, puis de voir qu'est-ce qui en résulte. Faut être conscient des biais, des limites, de tout ce que ça peut donner aussi. Faut pas prendre pour du cash qu'est-ce qu'il nous donne, ça c'est sûr. Mais quand on s'ouvre à cette possibilité-là, ben après ça, on commence à faire plein d'utilisations. Excuse-moi. Juste quand j'ai décidé de passer au niveau consultation, en fait, de dire je vais monter une petite offre, ben, plan d'affaires, mission, valeur, tout est passé par là, comment monter une entreprise, structurer tes offres, faire des landing pages, créer de la formation, créer des documents de vente, un elevator pitch, tout y est passé, j'en ai mis partout. Puis ça m'a amené rapidement des petits gains. Là, dans le fond, ce qu'on veut, c'est aller chercher des petits gains. Le low-hanging fruit qu'on dit, c'est comment je peux arriver à me sauver 5 minutes, mais aussi à ce que ça soit rentabilisé plus vite. Puis tranquillement, ben, c'est un enchaînement de ces petits gains-là qui fait que ça devient un gros gain à la fin de l'année. Ouais. Puis là, on a parlé beaucoup de ChatGPT, mais je sais que, bon, toi, ton préf, c'est Midjourney. Je sais que tu travailles, en tout cas, si tu publies en temps réel, tu travailles tous les jours avec cet outil-là, ce qui est absolument fascinant. Puis est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que je pense que je t'explique, là, les gens qui écoutent le podcast, c'est beaucoup des entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui sont en démarrage, qui commencent à suivre des formations, commencent peut-être à s'intéresser à l'intelligence artificielle. Ils ont entendu parler de ChatGPT mur à mur, mais Midjourney, oups, ça, soudainement, c'est peut-être un peu moins connu. Fait qu'est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben, Midjourney, en fait, c'est un modèle de diffusion. Il y en a plusieurs grands joueurs là, qui commencent à remonter, là, comme Stable Diffusion, des choses comme ça. Midjourney, c'est peut-être celui qui est le plus user-friendly, si on veut, dans le sens où maintenant, on a accès à la plateforme en ligne. Et puis, c'est lui qui réussit à donner des plus belles images le plus rapidement possible dans ton apprentissage. Là, ouais, je ne veux pas dire si facilement que ça, parce que c'est pas si facile que ça. C'est pas juste écrire quelques phrases puis tu as une belle image. Là. Mais probablement que comme dans n'importe quel outil, si tu écris le minimum, tu vas avoir un résultat minimal, alors que si tu vraiment vas creuser davantage, ben là, tu vas avoir un résultat plus intéressant, ou t'es pas d'accord? Ben, ça dépend. J'ai étudié pendant, mettons, du mois de juillet l'année passée jusqu'à encore aujourd'hui, là, mais un peu moins, mais jusqu'à janvier, février, là, quand ils ont changé d'engin, ils sont passés à la version 6, ça a changé beaucoup de choses. Ouais. J'ai étudié beaucoup, je me retrouvais dans des chambres Discord, qui est la plateforme où on échange avec Midjourney, là, si on n'est pas sur le web, des chambres Discord, dans des groupes de création, de challenge créatifs, des choses comme ça. Puis, moi, ça m'a tellement piqué ma curiosité de savoir est-ce qu'on peut créer la machine à contenu infini? Fait que tu as comme un prompt, tu as une requête, là, dans le fond, le prompt, c'est ce qu'on écrit.
Puis à chaque fois que tu fais Enter, tu as du contenu complètement différent, mais toujours aligné selon des paramètres fixes. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme une mission d'essayer de trouver l'espèce de brèche dans le système, mais en même temps, pas de brèche dans le système, mais de vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Puis d'essayer toutes les longueurs de prompt, d'essayer d'utiliser ChatGPT pour faire tes prompts, d'essayer de vraiment, tu sais, comme tout jouer. J'ai été publié aussi sur ça dans des magazines, sur le Infinite Prompt. Là, dans le fond, c'est le The Endless Prompt que j'avais créé, qui était comme... C'est un assistant GPT qui te permet de créer des prompts qui étaient toujours comme c'était comme une certaine consistance au niveau du style, de la marque, pas de la marque, là, mais ça pourrait se transposer au niveau d'une marque. Ouais. Ben, tu faisais juste faire Enter, puis il y avait toujours du contenu super beau qui sortait. Fait que ça, j'ai étudié ça longtemps, puis ça m'a vraiment permis de comprendre comment la machine fonctionne. Puis il y a aussi l'aspect que plus tu lui laisses la latitude pour imaginer des choses, plus elle va pouvoir te proposer des choses que toi, tu n'aurais probablement pas pensé. Donc, si tu lui dis juste je veux une photo d'un chalet, ben là, la photo d'un chalet, il y a deux options. Soit que tu contrôles certains paramètres, puis ça reste juste une photo générique de pour l'IA, c'est quoi statistiquement parlant un chalet. Parce qu'il calcule dans le fond des statistiques. C'est juste ça. Puis après ça, ben, si après ça, tu contrôles certains paramètres que Midjourney te permet de contrôler, que les autres modèles de diffusion n'ont pas nécessairement, ben, tu peux aller exploser un peu le concept du chalet puis dire je veux un chalet, mais propose-moi des idées de chalet. Fait que là, il va piger dans plein de directions possibles, puis il va te proposer toujours 4 images, mais tu sais, si tu le fais 20 fois, ben là, tu as 80 images de chalets qui sont complètement différentes. C'est pas toujours la même. Puis après ça, tu peux décider de poursuivre dans une direction ou une autre. Fait que c'est comme ça devient comme un partenaire créatif qui va te proposer des choses que toi, tu n'aurais pas nécessairement vu ou pensé. Puis après ça, ben, si tu lui dis un chalet sur le bord de l'eau avec un toit rouge, puis tu rajoutes super détaillé, ben là, plus tu détailles, plus tu vas être précis sur ce que tu veux. Tu as le mode un peu exploration ou créatif, si tu veux, puis tu as le mode aussi plus centré sur ce que tu veux exactement. Fait que les deux sont bons à comprendre. C'est pas si tu écris un petit prompt, c'est pas bon, versus si tu écris un long prompt, c'est super bon. C'est vraiment juste une façon de jouer avec la créativité. C'est comme si tu fais un éclairage dans un studio, par exemple, en photo, puis tu veux voir qu'est-ce que ça fait l'effet de la profondeur de champ, ben, tu ouvres ton ouverture ou tu réduis ton ouverture, puis tu vois qu'est-ce que, tranquillement, ben, ça fait comme effet sur ton image. Les deux sont bons, les deux ont des contextes différents, sont nécessaires dans des contextes différents, mais c'est bien de les connaître. Fait que... Puis est-ce que toi, si okay. Est-ce que d'abord, parce que là, j'ai des questions à te poser, mais je pense qu'on doit mettre les gens en contexte. Est-ce que tu peux nous parler de ton compte Instagram sur lequel tu publies justement très régulièrement du contenu généré par cette plateforme-là? Oui, ben c'est experimenting.ai. En fait, c'était vraiment mon désir d'expérimenter. Puis, ben, comme on est à l'aube d'une révolution industrielle, quatrième révolution industrielle avec l'IA, ben, c'est un peu... Il y en a, la semaine dernière, je disais, c'est comme le .com des années 2000, là, on achète tous les domaines, puis tout ça. Mais c'est pas la même chose du tout. Là, on passe vraiment à quelque chose qui va changer nos façons profondes de faire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand je suis allé voir si experimenting.ai était disponible comme nom de domaine, ça l'était. J'étais vraiment content. Puis je me suis dit, bon, ben parfait, je vais tout enligner là-dessus. Ça va être le nom que je vais utiliser. Fait que j'avais cette espèce de vision-là. J'ai utilisé même l'IA pour trouver les couleurs du brand, mais c'est toujours moi qui dirigeais. Dans le fond, ça me représente moi, ça représente ma vision, mais j'ai juste eu un collaborateur créatif qui m'a aidé à l'accélérer. Fait que j'ai parti cette page-là, experimenting.ai, juste pour le plaisir, mais tranquillement, ben, je participais à des défis créatifs, des choses comme ça pour vraiment me faire à la main, vraiment sur l'outil. Puis, ben, tu te rends compte aussi que tu peux créer du contenu de façon infinie. Là, je dois publier 10% de ce que je fais. Là. Je pense qu'au mois d'août ou au mois de juillet, peut-être, j'ai généré 11 500 images. C'est juste que c'est tellement d'images, c'est tellement de stock
il y en a peut-être une centaine là-dedans que j'ai flagué ou que j'ai ressorti du lot pour continuer à travailler. Fait que c'est énorme comme quantité de contenu. J'interromps l'épisode quelques secondes pour vous parler de mon livre « Réflexions de cœur pour femmes de tête » qui est en vente présentement sur Amazon et dans quelques librairies à travers le Québec. Réflexions de cœur pour femmes de tête, c'est une immersion dans ma tête de femme ambitieuse, audacieuse et bienveillante. Puis au fil des pages, je visite plusieurs concepts liés à l'entrepreneuriat comme la routine, la ténacité, la motivation, la charge mentale, la créativité, le minimalisme. Donc pour vous le procurer, rendez-vous sur lamallette.ca/livre ou recherchez-le directement sur Amazon. De retour à l'épisode. Quand tu dis, il y a aussi le principe de content is king, tu sais, de dire, aujourd'hui, on est dans une ère où il faut créer du contenu, il faut qu'il y ait une valeur à son contenu-là, mais tu sais, si tu fais quelque chose de beau, d'intéressant, après ça, tu peux le véhiculer d'une bonne façon aussi sur Instagram ou sur les autres plateformes. Mais tu sais, avec le temps, oui, je publie, tu sais, je me dis au moins 2 à 3 fois par semaine. Ça a été long avant que je trouve aussi ma direction parce que j'aime vraiment toucher à tout. J'aime beaucoup le photoréalisme, mais j'aime aussi le 3D, j'aime aussi les arts combinés, des choses comme ça. Fait que j'ai pas un feed qui est uniforme, là, fait que j'explore, mais ça m'a amené comme plein de choses, là, des collaborations avec des artistes à l'international. Ceux avec qui je parle au quotidien sur Instagram et avec qui je collabore pour... on s'entraide dans des groupes pour arriver à faire des choses, c'est 98% des gens à l'international. Il y a une petite communauté de créateurs IA, mais c'est beaucoup plus à l'international. Ouais. Puis là, dans le fond, ce compte-là te sert, mettons, à la base, vraiment, de terrain de jeu. C'est là que tu t'amuses, que tu proposes des trucs. Fait que j'imagine que ça, c'est 100% créatif dans le sens où, en fait, je ne veux pas te suggérer de réponse, mais comment tu arrives à créer une image? Est-ce que tu pars avec une idée en tête, un concept, une thématique, ou tu pars avec un mot, puis après ça, on décline? C'est quoi le processus, finalement, derrière ça? Tu vois, s'il y a quelque chose que ce domaine-là, les créateurs IA m'ont amené, là, en fait, c'est vraiment parce que je voyais des artistes à travers le monde qui commençaient à aborder l'IA presque à temps plein, dans le sens où c'est vraiment, ils postent aussi même 2-3 fois par jour. Là, à un moment donné, ça dépasse un peu les limites de ce que j'étais capable de faire, mais tu sais, c'est de voir que les gens, c'est quoi en fait ce qu'ils créent à ce niveau-là, c'est vraiment plus pour véhiculer des idées. Là, c'est pas juste de créer des images pour le fun. Là, c'est quoi les idées derrière les images. Puis l'IA nous permet de traduire ces idées-là en images. Fait que, aujourd'hui, c'était pas comme ça nécessairement au début, mais aujourd'hui, avec quoi je pars? Je pars avec OK, je veux créer une image sur les inégalités, je veux créer une image sur les changements climatiques, je veux créer, fait que c'est vraiment, je pars de concepts que maintenant je peux traduire en images plus rapidement, plus facilement. Fait que c'est plus une question de, encore là, comme je disais tantôt, c'est quoi les données qui sont accessibles à moi et puis comment moi je décide de les transformer. Fait que c'est vraiment, ça a l'air très geek et technologique, là, mais là-dedans, les données qui sont accessibles à moi, c'est autant des artistes que j'aime, que des causes, que des phénomènes lumineux, des gammes de couleurs. Fait que toutes ces données-là, moi, je prends ce que j'aime, puis je traduis ça en images avec l'IA. Puis c'est ça, tu sais, pour moi, comme mon offre de consultation a pris une tournure un peu plus large que juste la créativité, mon Instagram, c'est vraiment pour me brancher sur la communauté créative, puis voir les dernières tendances, les images, les dernières images qui ont été créées pour des campagnes ou juste par des artistes très, très, très renommés. Fait que c'est ça, c'est un peu comme mon 240 volts plugué sur le monde artistique, là, puis qui me permet de véhiculer ça après ça dans toutes les autres sphères de mon travail. Là. Puis justement, au niveau du travail,
là, j'imagine quand on propose des concepts ou des trucs à des clients, on part pas de... Tu sais, c'est peut-être un peu moins créatif, il y a peut-être plus une direction à prendre. Comment on navigue ça? C'est vraiment difficile en ce moment de... Ben, tu sais, moi, avec Experimenting AI, je me fais un peu la gageure que je vais proposer aux clients 100% du AI. Fait que je prends pas des... Tu sais, je l'intègre pas nécessairement à mi-chemin, tu sais, où je vais pas faire un petit peu d'AI puis après ça finir en image. Ça, c'est vraiment juste une mission que je me suis donnée de dire, OK, est-ce qu'on peut utiliser l'AI pour créer des campagnes, tu sais, j'ai fait des vidéos corpo, j'ai créé des images pour des compagnies agroalimentaires, tu sais. Fait que ça, c'est juste un désir, là, mais en même temps, c'est sûr que oui, s'il y a besoin d'une retouche, s'il y a besoin d'enlever quelque chose, je vais de la méthode classique en retouche avec Photoshop, des choses comme ça. Mais à l'inverse, tu sais, dans Pingouin, dans l'agence, on commence tranquillement à intégrer des choses qui vont nous aider avec les clients à visualiser des choses plus rapidement, à faire des maquettes, proposer des concepts, proposer des scripts, proposer plein d'affaires comme ça, qui vont nous permettre d'accélérer le pas sur, au lieu de prendre 3-4 jours à revenir au client, tu es capable d'y revenir le lendemain ou de process de l'information plus rapidement aussi, d'être plus réactif. Fait que c'est sûr que tu deviens plus compétitif comparé à tes compétiteurs. Fait que c'est ça. Fait que, mais ça reste que c'est difficile d'intégrer. Je ne me serais pas vu intégrer de l'IA partout dans Pingouin. Tu sais, tes clients, ils ne peuvent pas prendre ça du jour au lendemain. Là. OK, je mets de l'IA partout. On travaille encore ensemble. Le monde va faire comme OK, ouais, c'est quoi, là? C'est quoi qu'on va faire? C'est avec qui on va parler? On va t'écrire un courriel, c'est qui va nous répondre? Tu sais, c'est trop innovant, trop d'enjeux, trop. Ouais, c'est vraiment trop innovant. Là, c'est au-dessus du seuil de 20% d'innovation, l'IA. En développement de produits, ben, tu as un seuil que tu ne veux pas dépasser ou que la société n'acceptera pas. C'est à peu près 20% d'innovation dans un produit. Sinon, ben, c'est pas adopté. Fait l'IA, c'est comme un changement tellement grand que là, ben, c'est ça, on va y aller graduellement. Puis, tranquillement, mais plus on confirme avec Experimenting AI des utilisations de cas qui fonctionnent puis qui sont rodés, qui sont huilés comme mécanisme, bien, plus je suis capable de l'amener dans Pingouin puis de pouvoir offrir à mes clients des solutions augmentées par l'IA ou bonifiées par l'IA. Plutôt que de dire qu'on livre un produit en IA. Mais c'est sûr que maquette, script, concept, tout ça, c'est sûr que c'est des choses qu'on a confirmées et qu'on sait bien utiliser, que là, on va pouvoir offrir avec nos services à nos clients. Mais c'est pas une question de couper des coûts ou de couper la créativité, c'est juste une question de les décupler nos forces puis notre créativité. T'sais. Ben oui, parce que, tu sais, comme tu l'as dit, des fois, on va demander une image d'un chalet, puis au final, on va se ramasser avec un concept qui est super éclaté que, au début, on n'a pas vraiment pensé, puis des fois, c'est qu'on va aussi mélanger plusieurs concepts qui sont proposés pour en faire un seul au final. Là. Mais comme c'est tellement nouveau pour les clients que, il y a beaucoup d'éducation, comme n'importe quelle nouvelle technologie ou nouvelle façon de créer ou autre, là, quand il y a une nouvelle caméra qui sort puis que les clients ne sont pas conscients que ben, ça génère plus de données en vidéo, là, on peut penser maintenant ça prend des disques durs à l'infini pour gérer de la qualité vidéo, mais là les clients, tu as juste changé de caméra, mais pourquoi ça coûte plus cher ou maintenant c'est plus ils pensent que ça va aller plus vite, donc ça va coûter moins cher. Mais ils pensent aussi qu'ils ont plus de contrôle parce que c'est l'IA, c'est supposé tout connaître, tout savoir. T'sais. Mais c'est vraiment pas le cas, en fait. Il y a plein de limites, il y a plein de biais, il y a plein de choses qu'il faut penser ou faire attention. Fait que ça peut engendrer, en fait, l'échec complet d'un projet ou d'une vision parce que le client, il ne comprend pas les paramètres ou ce qu'il faut savoir pour faire le projet IA. Fait que là, il faut que tu l'éduques. Puis souvent, c'est sa vision, c'est un hybride entre plusieurs technologies ou plusieurs façons de faire, mais l'IA ne réglera pas tous les problèmes. Mais pour eux, IA égale bouton magique. Fait que c'est ça, il faut quand même
Puis, tu sais, maintenant, on peut quand même aussi, avec certitude, conseiller des clients. Tu sais, un client qui m'a approché en événementiel, avec qui on avait fait des images d'événements, en fait, là, pour la publicité des années prochaines. Il nous a demandé de remplir les gradins, par exemple, avec l'IA. Mais moi, j'y ai vu un enjeu éthique et de responsabilité de ma part de dire, ben, je ne le ferai pas parce que c'est clairement pas en ton avantage si les clients qui achètent des billets ou qui voient ça le remarquent. Ben déjà, pour ta compagnie, c'est pas un avantage parce que tu vas avoir fait une utilisation non responsable de l'IA, si on veut. Là, c'est des grands mots, là, mais c'est plus la perception de la marque pourrait être affectée si les gens découvrent que c'est fait par l'IA. Puis, à la limite aussi, ben, c'était vraiment dans les limites de l'IA, donc générer plein de petites personnes, c'est vraiment difficile, puis ça aurait demandé un travail de longue haleine, puis très, très coûteux. Fait que tant qu'à ça, ben, est-ce qu'on veut vraiment mentir sur le taux de présentiel à l'événement versus parler de la bonne façon de l'événement? Puis, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est juste une question d'aligner les visions des clients avec les possibilités du marché. Puis c'est sûr que pour partir un projet 100% IA avec un client qui veut embarquer dans cette technologie-là, en se disant, ben, je suis sûr qu'il y a un moyen de créer quelque chose, il faut que tu t'entendes avec lui pour dire que ça va être de l'exploration, puis qu'il va y avoir des ajustements, puis que, tu sais, il faut comme qu'il soit game de dire, ben, OK, on va débloquer un budget pour tester. Puis si ça fonctionne, ben là, on commencera à le mettre à plus grande échelle. Mais tu sais, il faut comme idéalement que tu partes avec un projet, un vrai projet qui aurait fonctionné de la vraie façon. Puis on l'essaye en IA, puis voir est-ce que ça marche, est-ce que c'est plus rentable. Puis si ça l'est, bon, ben tant mieux, parfait. L'entreprise peut prendre la décision. Mais essentiellement, il faut le tester puis avoir un backup, là, si on veut, parce que ça marche pas toujours. Puis est-ce que tu as des exemples, que ce soit des situations qui sont arrivées ou des exemples fictifs de cas où ça pourrait vraiment, comme on pourrait dire, ça ne fonctionne vraiment pas? Ben oui, celui des gradins, là, tu sais, Ok, ouais, j'avoue. le client voyait qu'on faisait de l'IA en parallèle de Pingouin, c'est un client de notre boîte. Puis c'est pour comme poser la question, c'est sûr que les clients voient les mêmes vidéos que nous comme créateurs. Adobe qui sort une nouvelle technologie, c'est super beau, ça flash, ça a l'air super facile à utiliser. Moi je pourrais l'essayer, mais vas-y, toi, essaye-le. Mais ils ne comprennent pas que ce qui est affiché sur le site web ou ce qui est donné en publicité, c'est un vidéo de cas qui est magique, là, parce que c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Là, fait que c'est sûr que les clients vont voir ça, fait qu'ils vont me dire, ben, c'est comme n'importe quelle démonstration de Photoshop. À chaque année, il t'arrive avec des vidéos, tu cliques sur le gazon, puis tu le changes en mauve, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc là, c'est encore pire parce qu'il te montre vraiment de la magie, puis tout le monde pense que c'est magique. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est un cas typique de perception des clients de l'IA versus qu'est-ce qui est vraiment possible. Après ça, ben, qu'est-ce qui marche pas? Ben, c'est souvent plus le projet il y a de paramètres fixes ou comme de paramètres déjà établis. Fait que, si on arrive avec une solution IA en plein milieu d'un projet, puis qu'il y a trop de choses construites avant, ou même que l'équipe a déjà, comme s'est fait trop une tête sur ce que pourrait donner le produit final, que ce soit de la photo, de la vidéo, mais il y a vraiment plus de chances que ça échoue. Fait qu'il faut vraiment arriver avec une tête sur les concepts, sur les grandes lignes, puis un peu laisser l'IA, ben c'est pas l'IA, mais laisser le travail créatif IA, c'est de se laisser guider un peu par qu'est-ce qui est possible, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que c'est sûr qu'il faut pas que le client ait déjà, comme je veux ça dans le coin là, je veux ça en bas à droite, je veux ça ici. Ou prends notre maquette, puis reproduis-la en IA, tu vas avoir des surprises, puis plus tu as des paramètres fixes, plus l'IA, elle veut pas, là, fait que c'est vraiment une question d'aborder de la bonne façon les projets, puis de le rentrer dès le début du projet.
Fait que c'est vraiment de dire, OK, on va s'en servir from scratch, là, puis on va construire là-dessus. C'est comme ça que ça va être plus facile de l'intégrer que si tu as déjà commencé une méthode classique puis que tu arrives en plein milieu du chemin puis tu dis, ah ben là, je suis sûr qu'il y a un outil IA qui pourrait faire ça. Oui, mais attends, là, j'ai pas... tu sais, il faut que je construise un prompt avec quelque chose, d'une image qui n'a pas été générée, puis que là, ben, tu sais, il y a comme plein de choses à prendre en compte, que tandis que si tu commences avec l'IA, ben, tu as tout le cheminement en arrière pour pouvoir après ça nourrir les dernières étapes. Parce je que, sais pas si tu sais, dans c'est le fond, trop. là, Mais... non, mais je pense que, tu sais, de ce que je comprends, c'est que plus on a une idée claire du résultat final, plus on risque de ne pas avoir le résultat final qu'on souhaite parce qu'on va peut-être trop diriger la machine finalement. Mais, tu sais, oui, mais il y a possibilité d'utiliser des outils qui intègrent l'intelligence artificielle pour te permettre de faire ça. Avec Photoshop, maintenant, tu peux créer un calque qui va diriger l'IA sur comment tu veux mettre tes choses, comment tu veux composer ton image, des choses comme ça. Mais c'est plus au niveau des paramètres que les clients ont, je te dirais. Puis ça dépend aussi comme quelle créativité. Il y en a qui aiment beaucoup avoir le contrôle sur chaque aspect, la lumière, un petit peu plus ici, un petit peu plus là. Il y a des choses que, oui, c'est sûr qu'il y en a qui n'aimeront pas ça parce qu'ils n'auront pas un contrôle total encore. Mais tranquillement, on va s'en aller vers un meilleur contrôle numérique, si on veut, des images. Là. Fait qu'on va pouvoir changer des petits détails, mais on n'est pas encore là, c'est ça l'affaire. Fait que, oui, maintenant, si tu as une image que tu aimes, tu peux changer l'éclairage. Mais c'est pas parfait. C'est pas encore un niveau où tu peux prendre cette image-là, cette deuxième image-là, retravailler, puis en faire une campagne de pub. Fait que, c'est là où c'est possible, mais c'est pas possible tout le temps encore, puis partout, puis comme tu veux. Fait que, puis encore là, si tu as une idée très, 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 très précise et qu'elle est trop précise, mais l'IA peut seulement comprendre un certain nombre mettons dans Midjourney, on appelle ça des tokens. Fait que un mot, c'est un token, mais des fois, des mots composés, ça peut être découpé différemment. Une virgule peut être considérée comme un token. En tout cas, bref, c'est la façon dont les prompts sont écrits. Mais tu peux mettre à peu près jusqu'à 350 mots. Là-dedans, il ne va pas tout les peser, donc il ne va pas toutes les inclure. Donc, tu as beau rédiger un beau prompt super précis sur ce que tu veux, que la pomme est d'en bas à gauche, avec un étudiant en arrière flou, quand tu vas peser sur Enter, il y a des bonnes chances que ça ne soit pas exactement ce que tu veux. Ça va ressembler, ça va se rapprocher, tu vas focuser, mais il y a une limite. Tu ne peux pas dépasser la limite. C'est ça. Ben, ça, c'est une de mes autres questions. Est-ce qu'à force d'insister, on va finir par l'avoir, la pomme à gauche puis l'étudiant flou, ou à un moment donné, on arrive au bout de la patente, là? Ben, à force d'insister, ça se peut que tu sois chanceux puis tu l'aies. mais non, c'est pas... ben, en fait, encore là, il y a des techniques que tu peux utiliser qui sont pas juste générer une image. Là. Tu peux faire ton dessin, mettons, en 2D. Tu peux faire une maquette ou tu peux faire un dessin à la main puis après ça, le transformer. Mais après ça, ben, est-ce que tu es capable de maîtriser chaque étape? Parce que là, il faut que tu maîtrises le dessin, il faut que tu maîtrises le prompt, il faut que tu maîtrises après ça les outils d'IA que tu utilises pour ça. Fait que c'est tous des petits apprentissages qu'il faut faire. Fait que le contrôle, il peut arriver quand tu maîtrises pas mal toute la sphère des outils. Mais au début, c'est sûr que ça a l'air un peu complexe, puis ça a l'air d'être vraiment du non-contrôle, mais tranquillement, c'est un peu comme n'importe quel outil. Tu as une nouvelle caméra, tu ne sais pas comment elle marche, ben, ou un nouvel ordinateur, il y a des nouvelles fonctionnalités qu'il faut que tu apprennes, il faut que tu prennes le temps d'explorer. Puis, ça me fait penser, je vais un peu ailleurs, mais c'est parce que là, tu parles de quand on commence, on se familiarise avec tout ça, puis on voit de plus en plus des espèces de... je sais pas comment on appelle ça, des banques de prompts que les gens vont faire puis qui vont nous vendre après pour comme simplifier notre travail. Ouais. T'en penses quoi de ça? Ouf. Grosse question. Mais, tu sais, ça, je te dirais que ça a été beaucoup exploité en fin d'année 2023. On les voyait aussi là, au niveau du marketing, là, les 1000 prompts qui vont vous permettre d'exploser votre marketing et tout ça.
Il n'y a personne qui a écrit 1000 prompts, excusez. Ils ont été générés par IA, puis il n'y a personne qui les a essayés. Là. Fait que, c'est pas la bonne façon pour moi là, de faire. Là. C'est vraiment d'apprendre comment l'outil fonctionne, comment il répond, comment on doit lui parler. La conversation qu'on doit établir avec l'IA, c'est aussi ça qui est important, plus que la banque de prompts. La banque de prompts, elle va fonctionner si tout le monde dans une entreprise sait comment ça fonctionne, puis que là, on construit ensemble une banque pour l'entreprise, par exemple, ou pour toi. Mettons, moi, j'ai mes 7 à 10 prompts que j'utilise toujours là, pour des utilisations de cas, des petites, des grosses, des moyennes. Mais je sais, je les ai testés, ils sont rodés. Là. Fait que ces prompts-là, qui sont maintenant, moi, rendus des assistants qui peuvent me permettre d'aller encore plus vite sur certaines tâches, ben c'est toi qui vas les avoir faites, c'est pas quelqu'un qui va te dire comment le faire, qui va te donner un prompt que tu vas utiliser qui va être 100% fonctionnel. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser comment ça marche. Oui, ça peut te permettre, je te dirais qu'il existe des gabarits là, qui sont comme prouvés qui fonctionnent bien, ça peut marcher. Parce que c'est plus des cases qu'il faut que tu remplisses tranquillement. Mais encore là, moi, ce que j'enseigne, c'est jamais de remplir des cases. Parce que l'IA, il n'y a pas de guide d'instruction. Les gabarits, c'est une façon de structurer, en fait, ta réflexion. Fait que c'est pas des cases à remplir, puis l'humain est paresseux, puis quand on a des formulaires à remplir, là, on a ça, puis on se dit, bah, je m'en servirai pas. Fait que, moi, ce que je veux transmettre aux gens quand je donne mes formations, c'est vraiment, essayez-le, ne vous arrêtez pas au gabarit, ne vous arrêtez pas à remplir des cases, faites juste l'utiliser, point. Puis voyez qu'est-ce que ça donne, puis après ça, ça va être beaucoup plus efficace, puis tu vas être beaucoup plus enclin à dire hey, je vais aller essayer ça dans le ChatGPT, puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Même si tu n'as pas rempli les cases, c'est pas grave. Là, quand tu remplis les cases d'un gabarit ou d'un prompt parfait, là, c'est juste une question de passer en fait, comment ils jugent la qualité des réponses puis de la performance de ces choses-là. C'est qu'ils font passer des examens à l'IA. Puis là, ils regardent si tu parles en français versus si tu parles en anglais, est-ce qu'il est plus performant? Ben là, ils font passer un examen qui est le même examen, puis ils regardent le résultat après. Si parler en anglais ou parler en français à ChatGPT, ça te fait passer de 77% à 82% en anglais, est-ce que tu as vraiment besoin du 5% supplémentaire pour arriver à tes fins? T'sais? Des fois, la réponse est non. Fait que, parlez-lui en français si vous êtes plus à l'aise en français. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Là, c'est vraiment comment vous voulez vous en servir. Puis c'est sûr qu'après ça, si tu veux atteindre le 100% de la top performance de l'outil, ben, tu vas mettre toutes les chances de ton côté. Puis oui, tu vas composer des prompts en anglais avec une structure puis tout ça. Mais au quotidien, je ne fais pas des prompts qui remplissent tous les gabarits possibles. Là, fait que c'est plus une habitude de l'utiliser, puis d'après ça, comprendre comment l'utiliser. Oui, puis moi, je pense que, tu sais, bon, parce que j'ai pas, je les ai vus passer, ces banques de prompts-là, puis tout, puis, tu sais, j'en ai jamais acheté, mais tu sais, on voit souvent des exemples, puis des fois, je me dis, bon, OK, c'est très générique, puis ça mènera pas vraiment à ce qu'on veut. Mais par contre, des moments où je trouve ça intéressant, c'est que, tu sais, tu l'as dit tantôt, on devient un peu, je sais pas comment tu l'as nommé, mais en tout cas, moi, je l'ai interprété comme on devient un peu des directeurs artistiques de ces machines-là, puis pour devenir des directeurs artistiques, il faut comme parler ce langage-là. Puis des fois, par exemple, quand je vais générer une image puis que je veux un type d'angle précis que moi, je vois dans ma tête ou un type d'éclairage, un type de post-production, si on veut, d'effet, ben là, des fois, on ne sait pas nécessairement c'est quoi le vocabulaire plus technique. Donc, à ce moment-là, moi, je trouvais que pour ça, ça peut peut-être être intéressant. Mais, tu sais, fais juste demander reprendre le prompt littéralement. Là, non, mais si tu cherches des termes, demande à ChatGPT. Tu sais, donne-y l'image, puis, tu sais, j'ai donné une conférence dans un club photo, puis tous les yeux se sont illuminés quand j'ai donné une image qu'on avait générée dans Midjourney. J'ai fait une démonstration, puis on a pris l'image, on l'a mis dans ChatGPT, puis j'ai dit, donne-moi les instructions pour reproduire cette image-là. Donc là, il te sort toutes les méthodes photographiques utilisées pour arriver à cette image-là, la composition, l'éclairage, tout ça, puis il te sort tous les bons termes. Fait que, tu sais, quand tu es rendu à avoir toute cette information-là disponible au bout de tes doigts, il suffit juste de savoir qu'est-ce que tu veux, puis tu vas aller le chercher. Fait que la banque de prompts est le fun
comme je disais, comme les gabarits un peu, mais Ouais. encore plus bas niveau, où est-ce que tu n'as aucune idée de quoi faire avec l'IA. C'est sûr qu'il faut que tu regardes comme un catalogue Sears. Là. Tu regardes qu'est-ce que je veux comme photo de famille, là, tu vas regarder dans le catalogue. Okay, je veux tel type de photo, mais ça reste vraiment premier niveau, je magasine, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Puis à un moment donné, ben, tu choisis. Puis après ça, tu vas aller l'essayer. Puis là, tu vas voir que c'est pas les réponses que tu as besoin, mais il faut que tu continues à lui donner du jus sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Puis avec ça, ben, ça va continuer. Mais s'il y a quelque chose que tu connais pas, c'est quand même un bon réflexe de dire « OK, je vais aller demander à ChatGPT ». Bien noter que la différence entre ce que lui peut connaître dans sa base de données de connaissances peut être erronée, mais si tu lui demandes d'aller faire une recherche web, par exemple, il peut se mettre à jour sur certains sujets aussi. T'sais. Fait que c'est ça. Il y a plein de différences, il faut juste les connaître, puis après ça, ben, les possibilités s'ouvrent. Puis, là, on parle plus de... T'as les banques de prompts, mais là, c'est vraiment plus une question... La prochaine étape, c'est d'apprendre comment ça fonctionne, parler avec l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est un dialogue qu'il faut un peu apprendre, dans le sens où ça se simplifie de plus en plus, où est-ce qu'il inclut de plus en plus de réflexion dans ses réponses, dans ses interactions. Mais ça reste que, il faut que tu lui parles comme si c'était un stagiaire. Il y a la connaissance mondiale, mais il faut que tu lui donnes des instructions, il faut que tu sois clair, il faut que tu sois précis, il faut que juste comment tu structures ton prompt, ça peut faire une très grosse différence. Fait que c'est juste une question de l'apprendre, puis après ça, ben, sky's the limit, là, c'est comme, tu peux avoir accès à faire plein de choses, là, fait que... Ben oui, là, tu sais, moi, je viens de réaliser, là, quand tu me dis, tu demandes à ChatGPT pour justement les termes, je suis comme, mais pourquoi j'ai jamais pensé à ça? ChatGPT est toujours ouvert. Ouais. Voilà. Ben, tu sais, les gens s'en rendent pas compte, là, mais c'est juste, t'as des ingrédients dans ton frigo, tu sais pas quoi faire pour souper, donne-y les ingrédients que t'as, puis il va te dire comment le cuisiner pour faire telle ou telle recette. C'est aussi niaiseux que ça comme utilisation, là, mais plus tu vas aller chercher des petits gains, comme je disais tantôt, plus tu vas pouvoir en tirer profit là, après. Là, 100%, je suis full d'accord, j'aime ça. Puis, est-ce qu'il y a une question ou un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aimerais adresser avant qu'on se quitte? Non, ben dans le sens que est-ce qu'on a couvert tout ce que tu voulais parler, là, parce que dans le fond, c'est sûr que moi je suis vendu, là. Je suis un petit peu au-dessus, creux au-dessus de la tête dans l'IA, mais il faut vraiment que les gens ils le voient comme un partenaire créatif, comme une façon de décupler ses forces comme créatif, comme même entrepreneur, comme professionnel, comme humain. Puis d'aller chercher plus rapidement, plus efficacement, puis aussi plus en qualité, parce que les études démontrent qu'on est capable d'aller aussi augmenter le niveau de qualité de façon considérable. Fait que c'est vraiment de ne pas le voir comme un compétiteur, mais vraiment comme un collaborateur. Puis, je comprends que, en fait, la grosse différence entre l'arrivée de Photoshop, puis l'arrivée d'Excel, puis l'arrivée de l'IA, ben, c'est que l'IA va à côté, dans le fond, ce qui est le plus précieux pour un artiste, c'est sa capacité à réfléchir puis à créer. Puis là, on est en train de dire que l'IA est aussi créative qu'un humain. Mais en fait, c'est que là, on vient attaquer le fondement même de ce qu'un créatif est ou un artiste est. Fait que c'est sûr qu'il le voit comme une menace. Mais en même temps, j'aime bien la citation de Steve Jobs au début d'Apple qui disait « Creativity is just connecting things ». Dans le fond, c'est juste relier des idées ensemble, puis sachant qu'on réinvente personne la roue, là, on prend des inspirations de partout, mais l'IA, ça va juste nous permettre de le faire plus vite. Mais c'est selon notre vision puis notre façon de faire à nous. T'sais. Fait que c'est vraiment juste une façon de décupler nos forces. Là. Oui, puis ça abolit aussi certaines limites. Tantôt, tu as parlé des fois, bon, le budget ne le permet pas, ou la chose qu'on veut existe juste pas. On va la créer de cette façon-là, finalement. Oui, exactement. Ben, moi, en fait, j'en ai fait aussi dans mon étude de cas personnelle, vivante, à échelle moi, j'en mets partout. Là. Je suis parti, ma campagne a été, ma campagne, je ne sais pas comment dire, a été
fructifiante, là, mais j'ai développé un chandail, en fait, par IA, qui a été, en fait, j'ai fait plein de tests, j'étais arrivé avec un concept créatif, là. J'ai tout ça sur mon Instagram, l'historique derrière le design, mais tu sais, c'était un challenge créatif que j'avais avec quelques autres personnes sur Instagram, puis j'étais arrivé à réinventer la petite sirène mais à ma façon. Ça m'a permis après ça d'aller créer une série d'images que j'aimais, puis après ça, j'ai utilisé cette série d'images-là pour en faire plein de produits. Puis il y a un chandail qui est arrivé, en fait, dans la génération des images. Je suis allé vers des chandails, puis à un moment donné, il y a un chandail qui a attiré mon œil, fait que j'ai pris mon esprit critique, j'ai dit, ce chandail-là, je l'aime, il est beau, je pense qu'il y a un potentiel commercial. Puis j'ai utilisé la plateforme Offscript, qui est une application où tu peux uploader justement des designs. Puis si tu réussis à faire une campagne de sociofinancement, si on veut, là, dans le fond, tu vas chercher un minimum de ventes, eux, ils le mettent en production. Fait que là, j'ai développé toute ma campagne avec ChatGPT, j'ai fait tout mon plan marketing, toutes mes communications. Puis ça, j'ai roulé ça. J'avais 30 jours pour aller chercher 32 ventes, pré-ventes, si on veut. Puis j'ai été capable de le faire en seulement la moitié du temps. Fait que, en mettons 16, 17 jours, je pense que je suis arrivé à mes 32 ventes. C'est juste de dire, en fait, j'ai été capable de mettre au monde, puis là, on commence les développements. Ça va prendre quelques mois avant que le produit voit le jour, mais ce produit-là va voir le jour. T'sais. Fait que c'est comme une question de dire, j'ai juste pris ma vision créative, puis j'ai fait naître un chandail qui est en vente aujourd'hui. Fait que c'est vraiment comme les limites sont explosées, puis on peut faire ce qu'on veut avec tout ce qu'on veut. Là. C'est juste une question de savoir où on veut aller. Là. Ouais. C'est très cool, je trouve, comme projet, justement. Là, je trouve que c'est une démonstration, c'est une masterclass de ce qu'on peut faire littéralement avec ça. C'est très bravo. Puis, il est encore disponible, je pense, hein, c'est ça, en pastille sur ton Instagram, le processus ou à quelque part, là? Oui, en fait, le processus est sur mon Instagram, tout est là. Il est encore disponible à l'achat, mais là, maintenant, malheureusement, le prix de pré-vente est terminé, donc il est à plein prix. Mais c'est ça, fait qu'il y a toujours possibilité de se le procurer, mais c'est un peu, j'en ai fait un peu une démonstration, ma vision avec ça, c'était plus, c'est pas tant le chandail, plus que comme ce que ça peut t'amener, là, comme technologie, ce que ça peut t'amener comme pouvoir de projeter ta vision sur quelque chose de tangible, puis dans le monde réel en plus, là. Fait que c'est vraiment intéressant là, comme processus, puis c'est sûr que là, je suis en train de construire l'étude de cas aussi sur justement, comme tu dis, une genre de masterclass sur comment on arrive à faire ça, qui est composé de, en fait, plein, des milliers d'heures d'apprentissage. Là. Fait que c'est ça va venir tranquillement comme étude de cas vivante en ce moment. C'est tellement intéressant. Puis est-ce que tu peux répéter pour les gens qui nous écoutent où on peut te suivre? Ouais, Audrey Gagnon sur LinkedIn, principalement sur Instagram, sinon experimenting.ai, experimenting AI. Donc, c'est vraiment les deux façons les plus simples de me trouver. Sinon, si on tape dans la barre experimenting.ai, ça va nous amener sur mon Linktree. Tous mes liens sont là, formation, produits. J'ai aussi une collection avec Poche et Fils qui a été en fait, ça, c'est la première démonstration du pouvoir de l'IA. Là. Ça, c'est vraiment drôle parce que je me dis, je veux me faire des chandails un peu corporatifs, tu sais, puis j'adore Poche et Fils, puis je me suis dit, j'étais en train de construire tout mon pitch de vente avec l'IA, mon elevator pitch, puis je l'ai transformé en DM Instagram. Puis avec ça, j'ai été capable de booker un meeting avec Anthony de Poche et Fils rapidement. Puis là, on a dit, OK, parfait, on part une collection AI, Experimenting AI, Poche et Fils. Puis là, on est rendu à 8 poches. Fait que c'est juste une étape de plus de démontrer encore là que il y avait un potentiel que je pouvais prendre, en fait, une opportunité que je pouvais prendre. Puis l'IA m'a aidé à le faire plus rapidement puis plus vite. Fait que là, je suis allé chercher cette collaboration-là. Puis maintenant, c'est ça, je peux dire que j'ai ma collection Poche et Fils aussi. Là, fait que... Quand même pas plat. Merci beaucoup, Audrey, d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Puis je vais mettre tous les liens pour te suivre dans la description du podcast. Merci à toi, Mélissa.